L'hiver n'est pas une saison morte. Le vent glacial, le tapis de neige, les longues nuits ne sont pas suffisants pour interrompre le processus de la vie. L'hiver est au contraire une saison essentielle pendant laquelle la nature reprend son souffle et prépare l'éclosion printanière. Pour parler de l'hiver, j'ai choisi de me rendre dans le Jura, dans la région de Chapelle-des-Bois. Et pour cette découverte frissonnante, mes deux guides sont Clément et Robin. Eh Michel, ça te dirait d'aller aux gorges de la Langouette? Bien sûr, Oui, en plus c'est pas loin. raison de plus. Et il y a des cascades extraordinaires et des stalactites. Des stalactites ou stalagmites? Je pense qu'il y a un peu des deux, mais j'espère que t'as pas le vertige, hein Michel? Non, j'ai pas le vertige. Cette randonnée hivernale nous conduira également un peu plus loin dans les Alpes et dans les paysages gelés au nord du Québec. Alors tu vois Michel que c'était à deux pas. Oui, alors vraiment ça valait le détour parce que c'est très très beau, c'est grandiose. On se croirait dans un théâtre et là c'est le décor hiver. Mais si tu dis qu'on est dans le décor hiver, pourquoi il y a de l'eau en solide et de l'eau en liquide? Pourquoi il y a de l'eau solide et de l'eau liquide? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau liquide et de la glace, c'est ça? Ouais. Bah regarde, toi, toute cette eau là qui descend en grondant, ça fait de l'écume, ça fait du bouillon. Eh bien cette eau, tu la prends, tu la mets dans un verre. Elle va se stabiliser dans le verre. Eh bien pourtant, dans le verre, il y a des molécules d'eau qui vont tourner dans tous les sens, qui vont se croiser, qui vont se tamponner. Et si cette eau, tu la refroidis, ces molécules, elles vont se calmer, elles vont se ralentir au fur et à mesure que la température descend. Et quand elles vont se fixer, quand elles vont se figer, eh bien l'eau sera transformée en glace. A l'inverse, si tu les réchauffes, elles vont s'exciter davantage, elles vont aller encore une fois dans tous les sens, elles vont se croiser et elles vont aller tellement vite qu'elles vont sortir du récipient et ça va faire de la vapeur d'eau. Alors c'est pour ça qu'il y a de l'eau en solide et de l'eau en liquide. Voilà, c'est la température qui fait la différence. Bah, nous, à Chapelle-des-Bois, l'année dernière, on a eu jusqu'à moins 31 degrés. D'ailleurs, Bigre. c'est pour ça que les hirondelles l'automne, elles se Ah bah oui, taillent. les hirondelles filent au sud du Sahara pour chercher la chaleur et la nourriture. Même loin des gorges, on n'en voit pas d'oiseaux, on n'en entend pas. Ah non, parce que là, d'abord, tous les migrateurs sont partis déjà depuis plusieurs mois. Et puis les petits oiseaux sont en ce moment plutôt dans les villages, près des maisons. Tu te rappelles la scène où on avait joué à la gamme à là, le temps quand il y avait trop de monde. Et si on lui disait qu'on sait où il y en a des oiseaux. Eh Michel, nous on sait où il y en a des oiseaux. C'est vrai? Allez, c'est Allez, je vous suis. Voilà les poules de Roland. Ah bah, je vais pouvoir mettre le plume à mon chapeau. Tu veux que je te rattrape une? Ouais, je veux bien. Ma grand-mère elle en a montré. Il faut la prendre par les ailes. Ouais, alors non, pas par les ailes justement, parce que tu vas leur faire mal. La chasse aux poules est ouverte. Alors c'est intéressant parce que comme ça, on va pouvoir parler de l'isolation thermique. C'est un moyen très efficace de lutter contre le froid. Et les oiseaux sont bien isolés. Bah, tu la gardes comme ça. Alors cette poule est isolée parce qu'elle a d'abord des plumes. Et c'est l'ensemble des plumes qui l'isolent du froid. Ces plumes, elles sont souples, elles sont solides en même temps. D'accord? Et elles sont très légères. Et ça fait une isolation à la fois à l'eau et à l'air. Mais surtout, ce qui la protège bien du froid, bien la cocotte. Vous voyez, ce sont ces petits duvets. Parce que les petits duvets enferment l'air contre la peau. Et cet air se réchauffe et du coup, ben, voilà, ça la protège du froid. Allez. Ouais, c'est un peu comme les lapins, ils ont du duvet et puis des grands poils. Eh ben oui, voilà, les mammifères ont des grands poils, des petits poils et du duvet. Eh ben, ça fonctionne exactement comme le plumage. Est-ce que vous connaissez des gallinacés sauvages? Parce que les poules, ce sont des gallinacés. La perdrix. La perdrix? Le faisan. Le faisan. Et puisque tu parles de perdrix, ben, il faut le savoir que
Il y a une perdrix en montagne qu'on appelle le lagopède. Alors elle est parfaitement adaptée contre le froid. Le lagopède, c'est donc la perdrix des neiges. Et cette perdrix a des prédateurs, évidemment. Et pour s'en protéger, il change plusieurs fois de plumage dans l'année. Alors il est tellement craintif, cet oiseau, qu'il se déplace en fonction de son biotope, en fonction de l'environnement. Il va rechercher le sol qui correspond à la couleur de son plumage. Alors il est bien sûr très protégé du froid, comme le sont les poules. Il a des grandes plumes, il a du duvet. Et il a du duvet jusque sur les pattes. Ce qui fait que l'hiver, ça le protège vraiment très bien. Et en plus, ça lui sert de raquette comme nous aujourd'hui. Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en hiver? Tout simplement parce qu'elles ne leur seraient d'aucune utilité. Il fait beaucoup trop froid et puis les jours sont beaucoup trop courts pour qu'on puisse parler de photosynthèse. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les arbres qui conservent leurs feuilles pendant l'hiver, notamment le chêne vert que l'on trouve dans le sud de la France, s'ils conservent ces feuilles en hiver, c'est parce qu'au printemps, les arbres ont besoin de beaucoup d'eau pour assurer la pousse des feuilles. Ici, de l'eau, ça ne manque pas, ils peuvent les perdre et les avoir facilement au printemps. Dans le sud de la France, il fait sec, il y a peu d'eau, donc les arbres conservent leurs feuilles. Du gui, ça c'est pour Panoramix. C'est pas le gui de Panoramix, non, parce que Panoramix utilisait du gui qu'il trouvait sur des chênes. Et ça, ce sont des peupliers. Tant pis, je vais quand même aller en chercher. Ouais, mais alors fais... Attends, si tu tombes... Ouais, fais attention. Tu peux te faire Bon, enlève mal. ton sac à dos d'abord, parce que... Mais au fond, c'est quoi les gui? Le gui, c'est un arbrisseau qui pousse sur un arbre. Alors on prétend que c'est un parasite. En réalité, non, c'est pas un parasite du tout. C'est un arbrisseau qui vit en symbiose avec un arbre et qui envoie des suceurs dans la branche pour prendre la sève de l'arbre. Alors là, c'est la version parasite. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gui est vert toute l'année et qu'il commence sa photosynthèse bien avant le peuplier. Et il lui envoie à ce moment-là, au moment où le peuplier commence à faire ses feuilles, il lui envoie des éléments de nutrition. Donc il y a une sorte d'échange. Oh voilà. Allez, on y va maintenant. C'est vrai, moi j'ai déjà vu des arbres où il y a vraiment beaucoup de boules de gui. Oui, c'est surtout dans les vergers, sur les fruitiers, les pommiers, les poiriers. Eh mais Michel, comment il arrive le gui dans l'arbre? Écoute, c'est pas très compliqué. Les oiseaux en hiver n'ont pas grand-chose à se mettre sous le bec, ce qui fait qu'ils consomment ces baies blanches, et notamment les grives. Et alors ces baies, quand on les écrase comme ça, on se rend compte d'une chose, c'est que la pulpe colle, tu vois, regarde. Et d'ailleurs, autrefois, on faisait de la glu avec ça, pour justement attraper les oiseaux, les petits oiseaux. Regarde comme ça colle. Alors ce qui fait que quand la grive vient, elle prend la baie, elle l'écrase avec son bec, puis quelquefois, cette baie s'accroche sur le bord du bec. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se nettoie le bec et elle abandonne la baie qui s'est collée à ce moment-là sur la branche. Et c'est comme ça que le gui s'installe sur les branches. Et pourquoi tu dis que c'est pas le gui de Panoramix? Tout simplement parce que le gui de Panoramix est le gui du chêne. Or ici, tu vois, il n'y a pas de chêne. Alors le gui du chêne est très rare en réalité parce que le chêne se défend. Dès que le gui s'installe sur une branche de chêne, celui-ci envoie du tanin, il envoie du poison, il empoisonne le gui. Mais pour trouver du gui sur les chênes, il faut rester ici dans le Jura, il faut aller dans la forêt de Chaux, de l'autre côté du Jura, et là dans les immenses chênaies, aujourd'hui quand on s'y promène en plein été, on peut découvrir tout un tas de choses, notamment du gui qui s'est installé sur les chênes. Michel, c'est quoi ces arbres? Ce sont des hêtres, on les appelle aussi faillards. Ce sont des arbres extrêmement résistants au froid, c'est ce qui fait qu'on les rencontre en montagne. Moi, ils évoquent pour moi l'éléphant. Alors non pas par leur forme, mais par la qualité de leur écorce. Enlevez votre gant et caressez l'écorce. Vous voyez, c'est à la fois lisse et par endroits c'est un peu plus rugueux.
Ça forme des petits plis comme ça, comme de la peau d'éléphant. Vous avez déjà caressé un éléphant? Non. Ben voilà, vous caressez un éléphant en ce moment. Mais le hêtre, c'est quand même grand. Eh oui, c'est un arbre qui peut devenir énorme, qui peut vivre plusieurs siècles. Et là, il a semé des graines, le hêtre. Il a semé des faines. Où est-ce qu'elles sont, ces faines, aujourd'hui? Sous la terre? Elles sont Sous la entre neige. terre et neige. Voilà. Vous savez à quoi vous me faites penser? Ah non. À des sangliers. Quand on voit le sol retourné par des sangliers, on se dit oh là là, ils ont tout cassé, mais pas du tout. En fait, quand ils font comme ça, c'est à la fois pour se nourrir des faines et des glands, mais c'est aussi, sans le savoir, pour jouer au jardinier, parce qu'ils en oublient de ces graines en question, des glands et des faines. Et quand ils retournent le sol, paf, ils labourent. En même temps, ils mettent une petite pelletée de terre sur le gland qui pourra germer plus tard. Donc les sangliers, quand ils font ça, ils sont très utiles au sol. De toute façon, les sangliers, c'est les meilleurs. Les sangliers du Jura sont les meilleurs? Ouais. Il n'y a pas de sangliers du Jura, il n'y a pas de sangliers des Ardennes, parce que les sangliers, ce sont des bestioles qui traversent la France sans arrêt. Ils partent du nord, ils vont dans le sud, ils partent de l'est, ils vont dans l'ouest, ils sont toujours en mouvement. C'est ce qui fait que les chasseurs leur donnent à manger pour les stabiliser, pour les garder chez eux. Sinon, les sangliers sont sans arrêt en train de se promener. Mais Michel, qu'est-ce que c'est que cet arbre? C'est un bouleau blanc. Alors les bouleaux blancs, regardez, il y en a partout, là, tout le long de l'allée. C'est un arbre qui résiste très très bien au froid. Et en plus, il est adaptable. On ne le trouve que dans l'hémisphère nord. Dans le nord de l'Europe, les gens l'utilisent pour fabriquer des sabots et puis des planches pour les skis. Et moi, je l'ai rencontré aussi dans le nord du Québec, par moins 30 degrés. J'étais au milieu d'une nation amérindienne, des amis, des Atikamekw. Et alors là-bas, le bouleau blanc, ils l'appellent le bouleau canot. Tout simplement parce qu'ils se servent de son écorce comme d'une peau pour étanchéifier les canaux dans lesquels ils vont pêcher, avec lesquels ils traversent les lacs. Alors c'est amusant aussi parce que le bouleau blanc, dès qu'on enlève une petite pellicule, la partie qui a été enlevée découvre une partie plus sombre. Et avec ça, ils font des décorations. Ce qui fait que leurs canots, eh bien, sont décorés de cette façon-là. Et dans les tipis, le soir, quand on passe un moment à discuter avec eux, eh bien, ils nous racontent des histoires. Je voudrais me changer pour nos petits-fils, dans le futur, dans l'avenir. Mais de changer en quoi? Je voudrais me changer en boulot. Mais comment est-ce que tu vas être? Je vais avoir des boulots, puis je vais avoir des feuilles. Par ces feuilles, avec le vent, ça va faire du bruit. Et vous savez que si les Amérindiens sont capables de vivre encore aujourd'hui par des températures très très basses, c'est parce qu'ils ont su conserver la science de la pêche et de la chasse l'hiver. Ils savent par exemple tendre des filets sous la glace. Ils percent des trous et ils savent tendre les filets. Alors, aussitôt qu'ils sortent les poissons de l'eau, les poissons se mettent à geler immédiatement tellement la température est basse. Ça a des bouts. Ce soir, on va... Attention, hein, vous n'allez pas... Bon, je vais vous dire de ne pas aller sur la glace. Elle est encore certainement trop fragile. Ça va? Comment on appelle ce lac? Le lac des Mortes. Mais est-ce que là-bas, ça ressemble à des huttes de castor? Non, pas du tout, parce que les huttes de castor, elles sont très hautes, elles sont bien rondes, et puis l'hiver, on voit s'échapper un peu de vapeur, parce qu'ils habitent à l'intérieur, ils dégagent de la chaleur. Donc ça, ce sont des plantes qui s'élèvent. Vous voyez, on est dans une zone un peu marécageuse ici, ce qui fait que pour grandir, pour essayer de sortir de l'eau, elles s'élèvent et ça forme des espèces de petites bosses, des petites tours. Et c'est ce qu'on aperçoit là. Et pourquoi, quand il fait froid, on pisse plus que quand il fait chaud? Bah, écoute, quand il fait froid, on pisse plus souvent que quand il fait chaud parce que notre organisme
refuse de réchauffer quelque chose d'inutile. Alors il nous oblige à évacuer notre urine. Ça te convient comme réponse? Ouais, ouais. Bon. Ah, des traces. Ouais. Ouais, mais ça, c'est des animaux. Ouais, c'est du lièvre. Oh, ouais. Vous voyez là, ce ne sont pas des traces de lièvre, mais des traces de chevreuil. C'est net, hein? Oui. Hop. Il est parti par là-bas, dans le bois. On voit encore la neige là-bas qui est foulée. C'est une proie potentielle du lynx, le chevreuil. Ouais. Vous avez déjà vu du lynx ici dans le Jura? Non, mais moi, j'ai déjà vu des traces. Dans la neige ou dans la boue? Dans la neige. Alors moi, je n'en ai jamais rencontré ici de traces dans la neige en France, mais par contre, au Québec, j'ai vu des traces de lynx et j'ai même eu la chance de rencontrer des lynx. Il y en avait 3 ensemble, c'était l'hiver. Alors ça, c'est excessivement rare. Vous savez que ces animaux-là sont capables de marcher dans le bois avant qu'il y ait de la neige, sur les feuilles, sans être entendus. Ils marchent comme un fantôme. On ne l'entend pas, on ne le voit pas. Et c'est pire dans la neige. Et si ça se trouve, il peut y en avoir dans des arbres là, peinards, en train de nous regarder, et on ne le soupçonne pas. Ce sont des animaux extrêmement discrets. Alors on dit qu'ils attaquent des quantités de bestioles, en réalité non. On dit même qu'ils attaquent les chiens. Bon, bah, s'ils attaquent les chiens, c'est parce que vraiment, les chiens ne sont pas démonstratifs. Hein. Un chien qui remue la queue dans le bois, la tête haute, il n'est pas attaqué par le lynx, hein, pas du tout. Hein. Allez. Vous avez la ferme intention de me perdre? Non. Non? Non, moi, je connais le chemin. Ah bon? Ouais, bon, c'est déjà redescendu, donc ça veut dire que je peux remonter. Bon, j'ai pris mes repères de toute façon. Ouais. Donc on pourra au moins revenir en arrière. Ah bah oui. Et où est-ce que vous m'emmenez là? Les traces. À la grotte de Pierre des Boulots. Mais c'est tout juste un peu plus grand qu'un trou de blaireau. C'est quoi l'origine de cette grotte? Eh ben, c'est juste après la Révolution française. Il y a un gars de Chapelle-des-Bois nommé Pierre Pagné-Dubourg. Il devait aller dans l'armée, il y est quand même allé, mais il a déserté. Alors, puis il venait s'abriter dans cette grotte, et puis ça a duré 10 ans. Pendant 10 ans, il a habité là-dedans? Oui. Ah, dis donc, ça c'est vraiment un homme des bois. On aurait dû penser à prendre des pommes de terre. Ouais, puis aussi un peu de viande, des côtelettes, des grillailles. Ouais, pendant qu'on y était, ouais. Et puis un dessert, un fromage du Jura, non? Ouais. Bon, là, allez. ça aurait fait raclette. Ben, l'ami Pierre Dubourg, il devait être asphyxié quand il faisait un feu. Hein. Il se boucanait, il fait Ouais. comme nous en ce moment, là. Même tout seul. Même tout seul, oui. Mais tu sais, peut-être que l'hiver, il entrait en hibernation. Vous connaissez des animaux qui hibernent? La marmotte, le Ouais. loir, le serpent. La marmotte, le loir, oui, hiberne, ce sont des mammifères. Les serpents, contrairement à ce qu'on pense, n'hibernent pas l'hiver. C'est vraiment réservé aux mammifères, l'hibernation. Hein. Si on prend une marmotte qui hiberne dans le fond de son terrier, on peut la toucher, elle ne réagit pas. Par contre, il faut faire très attention avec les serpents. Si on les découvre dans le fond de leur trou, cachés, eh bien, ils vont savoir qu'on arrive parce qu'ils ont une langue bifide qui va capter les particules d'odeur, notre odeur. Ils vont être mis en alerte avec cette langue bifide qui rejoint un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson. Ils savent qu'on arrive. Si c'est une vipère, c'est très dangereux. Tout simplement parce que si vous la touchez, comme en plein été, elle sera capable de vous mordre et de vous injecter son venin. Donc les serpents n'hibernent pas vraiment parce que leur cerveau n'est pas en déconnexion avec le reste de leur corps. Le muscardin aussi, non, il hiberne. Ah, tu connais le muscardin, oui, c'est un petit animal, un petit mammifère qui tient dans le creux de ma main comme ça. C'est un petit animal nocturne, il a de gros yeux noirs. On le trouve aussi dans la journée quand il est justement en pleine activité au moment des jeûnes. Alors ce petit animal, eh bien figurez-vous que quand il hiberne, comme la marmotte, petit à petit la température de son corps s'abaisse. Et quand elle arrive à un stade où il y a danger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça descende en dessous de 5 ou 6 degrés, eh bien à ce moment-là, il se met à frissonner. Comme nous, quand on sort de la salle de bain, on est mouillé, un petit courant d'air, hop, on frissonne. Eh bien ça, c'est un réflexe normal. La nature a bien fait les choses. Quand on a trop froid, nos muscles frissonnent, ils travaillent, ils produisent de la chaleur et ça nous réchauffe. Alors peut-être qu'en ce moment, d'ailleurs, ce pauvre muscardin, on est en train de l'enfumer. C'est dommage.
comme des cires. Oh, dis donc, c'est immense. Hein. C'est beau. Ah oui. Sacrée plaine. Et François? Ouais. Ah, j'ai déjà eu. Et ses chiens? Devant. C'est bien devant, qui va devant, les chiens, devant, c'est bien qui va, c'est bien en avant, là, en avant. Bonjour Michel. Ça va? Bonjour les enfants. Ouais, ça va. La forme? On se promène? Bah oui, Hein? écoute, on se réchauffe un peu les jambes. Et le bout des doigts. Bon. Et eux là, ça va? Ben là, nous on s'entraîne, tu vois, je profite, Ouais. profite du matin comme ça pour s'entraîner. Là je suis en train d'éduquer une nouvelle Kiva qui est devant là. Je l'appelle Ouais. Kiva parce que Kiva bien. Et en fait c'est une future chienne de fil, c'est une future chienne qui va diriger les grands attelages. Alors là je mets pas trop de chiens encore, elle n'est pas prête. Et après elle va s'améliorer de randonnée en randonnée. Donc c'est le vieux chien derrière, hein, le chien de fil c'est celui qui est tout devant. C'est Fairbank, qui a déjà un certain âge, qui a 9 ans, qui a éduqué Kiva. Voilà. Ce qui veut dire que le leader dans l'attelage, c'est pas forcément le plus costaud, le plus balèze. Non, non, du tout. D'ailleurs, souvent, les plus costauds sont en base vers la charge, là où c'est le plus lourd à tirer. Tu sais, c'est les molosses là, qui bossent. Et puis le chien qui est devant, souvent, c'est des chiens plus légers pour donner les rythmes. Et puis dans leur tête, plus fins aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une symbiose entre le chien de fil et son maître. Tu vois, ça va être une très bonne chienne de fil qui va aller avec moi. Je ne sais pas si elle ira aussi bien avec un autre. Bon, on te retrouve à l'élevage. Eh ben, ok, On y va? on se retrouve à la maison tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne marche. C'est parti. Oh, ça va. Youp. Oui. Allez, c'est bien en avant. Oui. C'est bien. Allez, devant qui va youp. Et qui va quai. Yop, qui va quai. Yop. Tu galopes. Allez. Ce n'est pas lui le chef. On a vu le chef, il doit faire un peu ça. C'est un truc, tu sais. Il fait semblant de se faire gratter et puis il nous loupe. Regarde-le, celui-là allongé tout son long dans la neige. Fatigué, hein? Ah, ce ne sont pas des chiens polaires pour rien, hein. Ah bah non. Tous les chiens descendent du loup, mais ceux-là m'ont l'air particulièrement près du loup. C'est vrai que dans leur comportement, ils ont un comportement assez primaire qui se rapproche bien du loup, notamment l'esquimau du Groenland, qui est d'ailleurs la race de chien polaire que je préfère et qui est vraiment très très proche du comportement du loup, c'est clair. Est-ce que tous les chiens là, on peut les comparer à une meute? Eh bien exactement, c'est pas seulement une meute, c'est plusieurs meutes. En fait, ici, il y a 6 meutes. Une meute, il y a 49 chiens polaires à la maison Adams, mais dans ces 49 chiens polaires-là, il y a plusieurs meutes. Alors, il y a une meute de 6, une meute de 8, une meute de 7, une meute de 3. Et c'est qui le chef dans... Le grand chef? Oui. Alors, il y a plusieurs chefs de meute, mais il y en a un qui est très bon ici, qui s'appelle Jaffo. Si tu veux, on pourra aller le voir tout à l'heure. Hein. Donc, Ah ouais, c'est le chien balèze, là. Il y a voilà, un grand chien, beau ouais. chien d'ailleurs, vous avez vu. Hein. gros. C'est le meilleur chef chien de tous les chefs qu'on a eu jusque-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué aux alentours de la maison, le chien qui est là-bas. Regardez comment il se comporte. Vous avez vu comment il fait? Regardez, on dirait, franchement, on dirait pas un loup. Oui, il a un comportement sauvage, hein, c'est sûr. Ouais. Hein. Donc ça fait 2 mois qu'il erre comme ça. Donc évidemment, petit à petit, il retrouve l'instinct un peu sauvage. Il fait connaissance de tous les villageois. Il va manger là où il y a un peu à manger, etc., etc. Au début, tout le monde croyait que c'était un chien de la maison. C'était échappé de la maison. On peut s'approcher jusqu'à 5-6 mètres. Et après, dès qu'on tente de s'approcher un peu plus, hop, il fait un bond en arrière. Vous avez vu faire un bond tout à l'heure. Il fait des bonds en arrière et de nouveau, il se sauve. Voilà. Quand on le voit en lisière de la montagne comme ça, dans les épicéas et tout ça, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau.
En suivant mes guides, je suis entré dans l'hiver par la grande porte. Leur approche sereine et divertissante de cette saison rude mais vivante me réjouit. Cela met en évidence la chance qu'ils ont de pouvoir se frotter en toute liberté à leur environnement naturel.